Vous savez, la plupart des gens pensent que le temps guérit toutes les blessures. Que 15 ans suffisent à accepter la perte d'un être cher et à passer à autre chose. Quelle belle et tragique idée fausse. Il a fallu qu'une femme de 52 ans nommée Céline Rousseau, et un appel téléphonique anonyme un mardi matin pluvieux de novembre, brise complètement cette illusion et révèle une vérité que la plupart d'entre nous passent toute leur vie à éviter. Parfois, notre douleur n'est qu'un mensonge soigneusement orchestré. Je m'appelle Michel Durand. Vous regardez, leçon tirée d'une longue vie. Avant de plonger dans cette histoire puissante, je dois vous demander quelque chose d'important. Si ces histoires qui changent la vie vous touchent, pensez à vous abonner à Leçon tirée d'une longue vie et à activer la cloche de notification. Cela vous assure de ne jamais manquer nos récits profondément émouvants, et cela nous aide vraiment à continuer de partager ces histoires transformatrices avec vous. Céline Rousseau avait 52 ans quand sa vie a basculé pour la deuxième fois. La première, c'était 15 ans plus tôt, quand sa sœur jumelle Amélie était morte dans ce qu'on lui avait dit être un accident de voiture sur la Corniche d'Or, entre Cannes et Saint-Raphaël. La deuxième, c'était ce mardi matin de novembre 2023, dans sa villa de Nice, face à la baie des Anges. Céline était dans sa cuisine, préparant son café matinal comme chaque jour depuis des années. Le rituel était toujours le même, réveil à 6h30, yoga sur la terrasse face à la mer, puis ce moment de solitude avec son expresso serré, debout contre le plan de travail en marbre blanc. C'était son moment de paix, avant que le monde extérieur ne vienne réclamer son attention. Le téléphone a sonné à 7h47 précise. Céline s'en souvient parfaitement, car elle regardait l'horloge murale, cette ancienne horloge de gare parisienne qu'Amélie et elle avaient achetée ensemble au Puce de Saint-Ouen, lors de leur première année à Paris. Un détail qui prendrait bientôt une signification déchirante. « Allô » a-t-elle répondu, s'attendant à entendre la voix de son assistante ou peut-être de son agent. Silence. Puis une voix d'homme, grave, déformée, comme filtrée à travers un dispositif électronique. « Céline Rousseau ? Oui, qui est à l'appareil ? Votre sœur n'est pas morte dans un accident. » Le sang de Céline s'est glacé. Sa main s'est crispée sur la tasse de café, si fort que ses jointures sont devenues blanches. « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? » Amélie a été assassinée. Par Henri Moreau. Votre agent. La tasse s'est écrasée au sol, éclaboussant le carrelage de porcelaine brisée et de café brûlant. Céline s'est agrippée au comptoir, ses jambes menaçant de se dérober sous elle. « Vous mentez » a-t-elle murmuré, mais sa voix tremblait déjà. Le 23 octobre 2008, Amélie avait rendez-vous avec Henri dans son bureau rue de Rivoli. Elle avait découvert quelque chose. Quelque chose qu'Henri ne pouvait pas laisser sortir. Elle n'est jamais ressortie vivante de ce bureau. Céline sentait son cœur battre si fort qu'elle entendait le sang pulser dans ses oreilles. 15 ans. 15 années de chagrin, de culpabilité, de questionnement. 15 années à se demander si elle aurait pu sauver sa sœur, si elle avait été assez présente, assez attentive. Pourquoi me dites-vous ça maintenant ? Parce qu'Henri Moreau va recevoir la Palme d'honneur au Festival de Cannes l'année prochaine. Pour sa contribution exceptionnelle au cinéma français. Et parce qu'Amélie mérite que la vérité soit connue. « Qui êtes-vous » répétait Céline, mais la ligne était déjà coupée. Elle est restée là, debout dans sa cuisine, entourée des débris de sa tasse et de 15 années de mensonges qui venaient de voler en éclats. Henri Moreau. L'homme qui l'avait découverte, elle et Amélie, quand elles avaient 19 ans. L'homme qui avait fait d'elle des stars. L'homme qu'elle appelait « Papa Henri » et qui l'avait consolée pendant des heures après la mort d'Amélie. L'homme qui, selon cette voix anonyme, avait tué sa sœur. Céline s'est laissée glisser le long du placard jusqu'au sol, ses mains tremblantes ramassant machinalement les morceaux de porcelaine. Chaque fragment lui coupait les doigts, mais elle ne sentait rien. Comment était-ce possible ? Henri, qui avait organisé les funérailles d'Amélie, qui avait prononcé un éloge funèbre si émouvant que toute l'assistance pleurait. Henri, qui l'avait aidé à traverser les mois les plus sombres de sa vie. Mais plus elle y réfléchissait, plus certains détails lui revenaient en mémoire. Des détails qu'elle avait enfouis, refusé de voir. La nervosité d'Henri aux funérailles. Sa précipitation à faire incinérer le corps d'Amélie. Sa insistance pour qu'elle ne pose pas trop de questions sur l'accident. « Il faut que tu fasses ton deuil, Céline », lui répétait-il. Amélie n'aurait pas voulu que tu te tortures avec des détails morbides. Et elle l'avait écouté. Parce qu'elle lui faisait confiance. Parce qu'elle avait besoin de croire que quelqu'un prenait soin d'elle dans ce chaos. Céline s'est relevée lentement, ses jambes encore chancelantes.
Elle a marché jusqu'à la baie vitrée qui donnait sur la terrasse, regardant la Méditerranée s'étendre à l'infini sous le ciel gris de novembre. Amélie adorait cette vue. Elles avaient acheté cette maison ensemble, avec l'argent de leur premier grand film. Amélie disait toujours que la mer lui donnait l'impression que tout était possible. « Qu'est-ce que tu avais découvert, Amélie ?» a murmuré Céline contre la vitre froide. Son reflet lui renvoyait l'image d'une femme brisée, mais dans ses yeux verts, quelque chose d'autre commençait à naître. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 15 ans. Une détermination froide, implacable. Si Henri Moreau avait vraiment tué sa sœur, si tout ce qu'elle avait vécu ces 15 dernières années n'était qu'un mensonge soigneusement orchestré, alors elle allait découvrir la vérité. Toute la vérité. Et Henri Moreau allait payer. Mais d'abord, elle devait savoir. Elle devait être sûre. Parce qu'accuser l'un des hommes les plus puissants du cinéma français sans preuve solide ne détruirait qu'une seule personne, elle-même. Céline a essuyé ses larmes et s'est dirigée vers son bureau. Si Amélie avait vraiment découvert quelque chose sur Henri, il devait y avoir des traces. Des indices qu'elle avait peut-être négligés dans sa douleur. Elle allait fouiller chaque email, chaque note, chaque conversation qu'elle pouvait se rappeler. Elle allait retrouver sa sœur, d'une manière ou d'une autre. Mais ce que Céline ne savait pas encore, c'est que cette quête de vérité allait la mener dans les recoins les plus sombres de l'industrie qu'elle aimait. Elle allait découvrir que l'homme qu'elle vénérait comme un père était en réalité un prédateur qui avait détruit des dizaines de vies. Et que sa sœur Amélie était morte en héroïne, en essayant de protéger d'autres femmes du monstre qu'était Henri Moreau. La question qui entrait bientôt Céline n'était plus seulement « Pourquoi Amélie est-elle morte ?», mais « Combien d'autres femmes Henri a-t-il détruites, et comment puis-je les venger toutes ?» Les 3 jours qui ont suivi cet appel ont été les plus longs de la vie de Céline. Elle avait annulé tous ses rendez-vous, ignoré les appels de son agent actuel, et s'était enfermée dans le bureau d'Amélie, cette pièce qu'elle avait transformée en sanctuaire après sa mort et qu'elle n'avait plus touchée depuis 15 ans. La pièce sentait encore le parfum de sa sœur, ce mélange de jasmin et de bergamote qu'Amélie portait toujours. Les murs étaient couverts de photos de leur tournage ensemble, de leur voyage, de leurs moments de complicité. Mais maintenant, chaque sourire sur ces photos semblait cacher un secret. Céline avait commencé par les emails. Des milliers de messages qu'elle avait conservés sur le vieil ordinateur portable d'Amélie. Au début, elle ne trouvait rien d'inhabituel. Les échanges habituels avec Henri, discussions de contrats, négociations de cachets, planification de rendez-vous. Mais plus elle creusait, plus elle remarquait un changement dans le ton d'Amélie durant les dernières semaines avant sa mort. Le 15 octobre 2008, 8 jours avant sa mort, Amélie avait écrit à Henri « Il faut qu'on parle. » En privé. « C'est urgent. » La réponse d'Henri était arrivée dans l'heure. « Bien sûr, ma chérie. Viens au bureau mardi prochain. 14 h, tu sais que tu peux tout me dire. » Céline a senti un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Ce « ma chérie » qu'elle avait toujours trouvé affectueux sonnait maintenant comme une menace déguisée. Elle a continué à fouiller et a trouvé quelque chose qui l'a fait s'arrêter net. Un email d'Amélie, envoyé à une adresse qu'elle ne reconnaissait pas, daté du 20 octobre 2008, 3 jours avant sa mort. « Cher maître Dubois, je vous écris suite à notre conversation téléphonique. J'ai rassemblé les éléments dont nous avons parlé. Je sais que c'est dangereux, mais je ne peux plus me taire. Trop de femmes ont souffert en silence. Je viendrai vous voir vendredi avec tout ce que j'ai. Amélie. Maître Dubois. » Céline a immédiatement recherché ce nom sur Internet. Isabelle Dubois, avocate spécialisée dans la défense des victimes d'agressions sexuelles, basée à Paris. Son cœur s'est mis à battre plus fort. Amélie consultait une avocate spécialisée dans les agressions sexuelles 3 jours avant sa mort. Céline a composé le numéro du cabinet d'Isabelle Dubois, ses mains tremblant tellement qu'elle a dû s'y reprendre à 3 fois. « Cabinet Dubois, bonjour. »« Bonjour, je suis Céline Rousseau. Je pense que ma sœur, Amélie Rousseau, vous avez contacté en 2008. » Un long silence. Puis, « Madame Rousseau, pouvez-vous patienter un instant ?» Quelques minutes plus tard, une voix plus grave a pris le relais. « Madame Rousseau, ici Isabelle Dubois. Je me souviens très bien de votre sœur. J'attendais son appel depuis 15 ans. Vous l'attendiez. Amélie devait venir me voir le vendredi 24 octobre 2008. Elle n'est jamais venue. Quand j'ai appris sa mort dans les journaux le lendemain, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Mais sans preuve, sans témoignage. Qu'est-ce qu'elle vous avait dit ? Pouvons-nous nous rencontrer ? Ce n'est pas une conversation à avoir par téléphone.
2 jours plus tard, Céline était dans le bureau d'Isabelle Dubois, rue Saint-Honoré à Paris. L'avocate était une femme de 60 ans, aux cheveux gris acier et au regard perçant. Elle avait sorti un dossier épais marqué « Amélie Rousseau, 2008 ». Votre sœur m'avait contacté parce qu'elle avait découvert qu'Henri Moreau dirigeait ce qu'on peut appeler un réseau de prédateurs dans l'industrie cinématographique, a commencé Isabelle sans détour. Il utilisait sa position pour abuser de jeunes actrices, et quand elles menaçaient de parler, il détruisait leur carrière. Céline sentait sa gorge se serrer. Amélie, elle était. Non. Amélie n'était pas une victime directe. C'est exactement pour ça qu'Henri lui faisait confiance. Elle et vous étiez ses protégés, ses success stories. Il vous utilisait comme façade, comme preuve de sa bienveillance. Mais Amélie avait découvert la vérité. Isabelle a ouvert le dossier et en a sorti une série de photos. Des visages de jeunes femmes, certains que Céline reconnaissait vaguement. Amélie avait commencé à rassembler des témoignages. Elle avait contacté d'anciennes actrices qui avaient mystérieusement disparu de l'industrie. Des femmes qui avaient été promises à de grandes carrières et qui avaient soudainement tout abandonné. Combien, a murmuré Céline. D'après les recherches d'Amélie, au moins 12 femmes sur une période de 20 ans. Peut-être plus. Isabelle a sorti une autre photo. Une jeune femme blonde, à peine 20 ans, avec des yeux bleus innocents. Sophie Lemaire. 19 ans en 2007. Henri l'avait découverte dans un casting sauvage à Marseille. Elle devait jouer dans le prochain film de Luc Besson. 3 mois après avoir signé avec Henri, elle a tout quitté et est retournée chez ses parents en Bretagne. Elle refuse toujours de parler de ce qui s'est passé. Céline regardait ses visages, ses vies brisées, et elle comprenait enfin pourquoi Amélie avait pris tant de risques. Sa sœur avait toujours eu un sens aigu de la justice. Enfant, c'était Amélie qui défendait les plus faibles dans la cour de récréation, Amélie qui ne supportait pas l'injustice. Amélie avait prévu de porter plainte ? Plus que ça. Elle voulait organiser une conférence de presse. Rassembler toutes les victimes et révéler publiquement les crimes d'Henri. Elle avait même contacté des journalistes du Monde et de Libération. Et Henri l'a découvert. C'est ce que je pense. Amélie était prudente, mais Henri avait des contacts partout. Il a probablement appris qu'elle enquêtait sur lui. Isabelle a refermé le dossier et a regardé Céline droit dans les yeux. Madame Rousseau, je dois vous dire quelque chose d'important. Après la mort d'Amélie, j'ai essayé de continuer son travail. J'ai contacté les femmes qu'elle avait trouvées. Mais elles ont toutes refusé de témoigner. Elles avaient peur. Henri Moreau est un homme très puissant, avec beaucoup d'amis influents. Céline sentait une rage froide monter en elle. Henri n'avait pas seulement tué sa sœur. Il avait détruit des dizaines de vies, et il continuait à le faire en toute impunité. Il y a autre chose, a continué Isabelle. Amélie avait caché des preuves. Des enregistrements, des documents. Elle m'avait dit qu'elle les avait mis en sécurité, mais elle n'a jamais eu le temps de me dire où. Céline a repensé à leur maison de Nice, à toutes les cachettes secrètes qu'Amélie et elle avaient créées enfant. Sa sœur avait toujours été douée pour cacher des choses. Je vais les trouver, a dit Céline en se levant. Madame Rousseau, soyez prudente. Si Henri a tué votre sœur pour l'empêcher de parler, il n'hésitera pas à recommencer. Mais Céline n'écoutait plus. Elle pensait à Amélie, à son courage, à sa détermination à protéger ses femmes. Sa sœur était morte en héroïne, et elle ne le savait même pas. Le voyage de retour vers Nice s'est passé dans un brouillard. Céline ne cessait de repenser aux mots d'Isabelle, au visage de ses femmes brisées. Henri Moreau, l'homme qu'il avait vu grandir, qu'il avait guidé dans sa carrière, qu'il avait consolé à la mort de sa sœur, était un monstre. Et le pire, c'est qu'il avait réussi. 15 ans après avoir tué Amélie, il était plus puissant que jamais. Il allait recevoir la Palme d'honneur à Cannes. Le gratin du cinéma mondial allait l'applaudir. Mais Céline avait maintenant quelque chose qu'Henri ne pouvait pas contrôler, la vérité. Et elle allait la trouver, cette cache secrète d'Amélie. Elle allait rassembler toutes les preuves que sa sœur avait risqué sa vie pour obtenir. Et ensuite, elle allait détruire Henri Moreau comme il avait détruit Amélie. Mais ce que Céline ne savait pas encore, c'est que retrouver les preuves d'Amélie n'était que le début. Car Henri Moreau n'était pas seulement un prédateur isolé. Il faisait partie d'un réseau beaucoup plus vaste, protégé par des hommes encore plus puissants que lui. Et quand elle commencerait à creuser, elle découvrirait que la corruption allait bien plus loin qu'elle ne l'imaginait. La question n'était plus seulement de venger Amélie.
C'était de savoir si Céline était prête à risquer sa propre vie pour révéler une vérité que certains étaient prêts à tout pour garder secrète. De retour à Nice, Céline a transformé sa villa en véritable centre d'investigation. Elle avait vidé le salon, collé des photos sur les murs, créé une chronologie détaillée des derniers mois d'Amélie. Mais surtout, elle cherchait cette cache secrète dont avait parlé sa sœur à l'avocate. Amélie et elle avaient grandi dans cette maison. Enfants, elles avaient créé des dizaines de cachettes, derrière les plaintes, sous les lames de parquet, dans les recoins du grenier. Céline les connaissait toutes. Elle a passé 3 jours à fouiller chaque centimètre carré de la propriété. C'est en déplaçant le piano à queue du salon qu'elle l'a trouvé. Une lame de parquet légèrement surélevée, presque invisible. En dessous, une boîte métallique étanche contenant un disque dur externe, des documents photocopiés et une lettre manuscrite d'Amélie. Ma chère Céline, si tu lis cette lettre, c'est que quelque chose m'est arrivé. J'espère me tromper, mais Henri devient de plus en plus nerveux. Il sait que je sais. Ce disque dur contient tout, les témoignages que j'ai enregistrés, les preuves de ce qu'il fait à ses femmes, les noms de ses complices. Utilise-les. Fais justice pour toutes celles qui n'ont pas pu parler. Je t'aime. Amélie. Les mains tremblantes, Céline a branché le disque dur sur son ordinateur. Ce qu'elle a découvert l'a glacée d'horreur. Des heures d'enregistrements audio. Des femmes racontant leurs agressions, leurs humiliations, la destruction de leur carrière quand elles avaient osé refuser les avances d'Henri. Certaines voix étaient brisées par les sanglots, d'autres par la colère. Toutes portaient la même douleur. Il y avait Sophie Lemaire, la jeune femme de Bretagne qu'avait mentionnée l'avocate. Sa voix d'enfant racontait comment Henri l'avait violée dans son bureau, comment il l'avait menacée de détruire sa famille si elle parlait. Il y avait Nathalie Morvan, 24 ans, qui devait jouer dans un film d'Olivier Assayas. Henri l'avait droguée lors d'une soirée et avait filmé l'agression. Il utilisait cette vidéo pour la faire chanter. Il y avait Émilie Dubois, 22 ans, qui avait refusé ses avances. Henri avait fait courir des rumeurs sur sa prétendue instabilité mentale. Plus aucun producteur ne voulait travailler avec elle. 12 femmes au total. 12 vies détruites par un homme qui se présentait comme un père bienveillant pour l'industrie cinématographique française. Mais le plus choquant, c'étaient les documents. Henri ne travaillait pas seul. Il avait des complices, des producteurs, des réalisateurs, même des journalistes qui étouffaient les scandales en échange de faveurs. Un véritable réseau de protection mutuelle. Céline a reconnu certains noms. Des hommes respectés, primés, encensés par la critique. Des hommes qu'elle côtoyait régulièrement dans les festivals et les premières. Elle a passé la nuit entière à tout écouter, tout lire. À l'aube, elle était épuisée mais déterminée. Amélie avait fait un travail remarquable. Elle avait rassemblé assez de preuves pour faire tomber Henri et son réseau. Mais il fallait que les victimes acceptent de témoigner publiquement. Et d'après l'avocate, elles avaient toutes refusé après la mort d'Amélie. Céline a commencé par Sophie Lemaire. Elle a pris le train pour Quimper, puis loué une voiture pour rejoindre le petit village breton où vivait la jeune femme. Sophie travaillait maintenant dans la boulangerie familiale, loin des projecteurs qu'elle avait un jour rêvé d'affronter. Quand Céline s'est présentée, Sophie a d'abord refusé de lui parler. Mais en entendant le nom d'Amélie, ses yeux se sont remplis de larmes. « Votre sœur était la seule à m'avoir cru », a-t-elle murmuré en servant Céline dans l'arrière-boutique de la boulangerie. Quand je lui ai raconté ce qu'Henri m'avait fait, elle n'a pas douté une seconde. Elle m'a dit qu'elle allait l'arrêter. Sophie, j'ai les enregistrements qu'Amélie avait faits. Votre témoignage. Avec les autres victimes, nous pouvons faire tomber Henri. Sophie a secoué la tête violemment. Non. Vous ne comprenez pas. Henri Moreau n'est pas juste un agent puissant. Il a des amis partout. Dans la police, dans la justice, dans les médias. Après la mort d'Amélie, j'ai reçu des menaces. Des photos de ma famille. On m'a fait comprendre que si je parlais, il arriverait malheur à mes parents. Mais si nous nous regroupons toutes. Madame Rousseau, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes naïve. Henri a tué votre sœur pour l'empêcher de parler. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il n'hésitera pas à recommencer? Céline a quitté la Bretagne avec un sentiment d'échec. Elle a ensuite tenté de contacter Nathalie Morvan, qui vivait maintenant à Londres. Même refus. Nathalie avait refait sa vie, s'était mariée, avait des enfants. Elle ne voulait pas remuer le passé. Une par une, Céline a contacté toutes les victimes d'Henri. Toutes ont refusé de témoigner.
certaines par peur, d'autres par lassitude. 15 ans avaient passé. Elles avaient tourné la page, tant bien que mal. Céline se retrouvait seule avec les preuves d'Amélie, mais sans témoin vivant pour les corroborer. Elle pouvait publier les enregistrements, mais Henri nierait tout, prétendrait qu'ils étaient truqués. Et il avait assez d'amis dans les médias pour faire passer Céline pour une actrice en fin de carrière cherchant à faire du buzz. C'est alors qu'elle a eu une idée. Si elle ne pouvait pas convaincre les anciennes victimes de témoigner, peut-être pourrait-elle empêcher Henri de faire de nouvelles victimes. Et pour ça, elle devait le prendre en flagrant délit. Céline a commencé à surveiller Henri discrètement. Elle a loué un appartement en face de son bureau rue de Rivoli, sous un faux nom. Elle a engagé un détective privé pour suivre ses déplacements. Elle a infiltré son cercle social, se rapprochant de lui sous prétexte de vouloir relancer sa carrière. Henri était ravi de revoir sa petite Céline. Il l'invitait à dîner, lui présentait de jeunes actrices prometteuses. Céline jouait le jeu, souriait, faisait semblant d'être la femme fragile qu'il pensait qu'elle était. Mais en réalité, elle enregistrait tout. Chaque conversation, chaque sous-entendu, chaque geste déplacé. Elle documentait méticuleusement le comportement d'Henri avec les jeunes femmes qu'il protégeait. Et puis, un soir de mars 2024, elle a eu sa chance. Henri organisait une soirée privée dans son appartement parisien pour célébrer la signature d'un nouveau contrat avec une actrice de 19 ans, Léa Martineau. Céline était invitée, ainsi qu'une dizaine d'autres personnes de l'industrie. Léa était exactement le type d'Henri, jeune, innocente, éblouie par les promesses de gloire. Céline la voyait boire verre sur verre, encouragée par Henri qui remplissait constamment son verre. Vers 23 heures, la plupart des invités étaient partis. Il ne restait que Céline, Henri, Léa et 2 producteurs complices. Céline a prétexté un appel urgent et s'est éclipsée dans le couloir, laissant son téléphone en mode enregistrement dans le salon. Ce qu'elle a entendu en réécoutant l'enregistrement plus tard l'a révoltée. Henri et ses complices discutaient ouvertement de leur plan pour Léa. Comment ils allaient la former, la briser si nécessaire. Comment ils allaient s'assurer de sa coopération. Céline avait enfin sa preuve. Henri était toujours actif, toujours dangereux. Et cette fois, elle ne le laisserait pas faire. Mais quand elle est retournée dans le salon, Léa était partie. Henri lui a dit qu'elle était fatiguée et qu'il l'avait raccompagnée chez elle. Son sourire satisfait disait tout. Cette nuit-là, Céline a pris une décision. Elle ne pouvait pas sauver les victimes du passé, mais elle pouvait empêcher Henri de continuer. Et si la justice officielle ne pouvait pas l'atteindre, alors elle allait créer sa propre justice. Elle allait détruire Henri Moreau publiquement, devant le monde entier. Et elle savait exactement quand et comment le faire. Le festival de Cannes approchait. Henri allait recevoir sa palme d'honneur devant tout le gratin du cinéma mondial. Ce serait le moment parfait pour révéler qui il était vraiment. Mais Céline savait qu'elle ne pourrait pas le faire seule. Elle avait besoin d'alliés, de complices prêts à l'aider dans sa vengeance. Et elle savait exactement qui contacter. Il était temps de transformer la douleur en action, le chagrin en justice. Amélie avait commencé ce combat. Céline allait le terminer. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que planifier la chute d'Henri Moreau allait la mener à découvrir des vérités encore plus terrifiantes sur l'homme qu'elle avait considéré comme un père. Et que sa quête de justice allait la transformer en quelqu'un qu'elle ne reconnaîtrait plus. Avril 2024. Le festival de Cannes était dans 6 semaines, et Céline avait transformé sa villa de Nice en véritable quartier général. Elle avait établi une liste de personnes qui pourraient l'aider dans son plan, des journalistes intègres, des techniciens du festival, et surtout, d'autres victimes du réseau d'Henri qui n'avaient jamais osé parler. Sa première alliée fut Margot Delacroix, une ancienne script de 45 ans qui avait travaillé avec Henri dans les années 2000. Margot n'était pas une de ses victimes directes, mais elle avait été témoin de ses agissements. Elle avait quitté l'industrie après avoir essayé, sans succès, d'alerter les autorités. « J'ai attendu ce moment pendant 20 ans, a dit Margot quand Céline l'a contactée. Je sais exactement comment fonctionne la sécurité du palais des festivals. J'ai gardé des contacts. Ensemble, elles ont élaboré un plan audacieux. Henri devait recevoir sa palme d'honneur le samedi soir, lors de la cérémonie de clôture, devant 2400 spectateurs et des millions de téléspectateurs dans le monde entier. C'était le moment parfait pour révéler sa vraie nature. Céline avait contacté Thomas Mercier, un journaliste d'investigation de Mediapart qui enquêtait depuis des années sur les abus dans l'industrie cinématographique. Il avait accepté de l'aider,
à condition qu'elle lui fournisse des preuves irréfutables. Ce que vous me proposez est énorme, lui avait dit Thomas lors de leur rencontre secrète dans un café de Marseille. Accuser Henri Moreau publiquement, c'est s'attaquer à l'un des hommes les plus protégés de France. Il faut que ce soit parfait, sinon c'est vous qui serez détruite. Céline lui avait montré les enregistrements d'Amélie, les documents, les preuves qu'elle avait rassemblées. Thomas était resté silencieux pendant de longues minutes, écoutant les témoignages déchirants des victimes. « Mon Dieu » avait-il murmuré. « Votre sœur avait rassemblé un dossier explosif. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi attendre 15 ans? Parce que je ne savais pas, avait répondu Céline. Et parce qu'Henri va être honoré dans 6 semaines. Je ne peux pas laisser ça arriver. Thomas avait accepté de l'aider. Il allait préparer un article détaillé, avec toutes les preuves, prêt à être publié au moment exact où Céline révélerait tout à Cannes. Mais le plan de Céline était plus complexe qu'une simple révélation publique. Elle voulait qu'Henri s'effondre devant le monde entier, qu'il avoue ses crimes, qu'il implore le pardon des femmes qu'il avait détruites. Pour ça, elle avait besoin de Léa Martineau, la jeune actrice qu'Henri avait agressée lors de cette soirée de mars. Céline l'avait contactée discrètement, lui avait révélé ce qu'elle savait sur Henri. Léa avait d'abord nié, puis s'était effondrée en larmes. Il m'a dit que c'était normal, avait-elle sangloté. Que toutes les grandes actrices étaient passées par là. Que si je voulais réussir, je devais accepter ces conditions. Céline avait pris Léa dans ses bras, revoyant sa sœur Amélie dans cette jeune femme brisée. Léa, vous pouvez l'arrêter. Nous pouvons l'arrêter ensemble. Mais comment? Il est trop puissant. Faites-moi confiance. J'ai un plan. Le plan était risqué, mais ingénieux. Léa devait accepter de revoir Henri, prétendre qu'elle était prête à coopérer davantage en échange d'un rôle dans un grand film. Elle porterait un micro, enregistrerait Henri en train de la menacer ou de lui faire des propositions explicites. Mais surtout, elle devait convaincre Henri de l'emmener à Cannes comme ça, protégé. Henri adorait parader avec ses jeunes découvertes lors du festival. C'était sa façon de marquer son territoire. Le 10 mai, 3 semaines avant Cannes, Léa a rencontré Henri dans son bureau. Céline attendait dans la rue, écoutant la conversation en direct grâce au micro que portait la jeune femme. « Ma chère Léa », disait Henri de sa voix doucereuse. « J'espère que tu as réfléchi à notre dernière conversation. »« Oui, monsieur Moreau. Je comprends maintenant comment fonctionne ce milieu. Je suis prête à faire ce qu'il faut. » Parfait. Tu vois, ma petite, le succès a un prix. Toutes les grandes actrices l'ont payé. Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, elles ont toutes commencé comme toi. Céline serrait les poings en entendant Henri salir le nom de ces icônes. Et si je fais ce que vous demandez, j'aurai vraiment le rôle dans le film de Besson? Bien sûr, ma chérie. Et bien plus encore. Je vais faire de toi la nouvelle star du cinéma français. Mais d'abord, il faut que tu me prouves ta loyauté. L'enregistrement continuait, Henri devenant de plus en plus explicite, décrivant exactement ce qu'il attendait de Léa. Céline avait maintenant la preuve irréfutable qu'Henri était toujours actif, toujours dangereux. Mais le plus important, c'est que Léa avait réussi à convaincre Henri de l'emmener à Cannes. Il voulait la présenter comme sa nouvelle découverte, la promener dans les soirées pour impressionner ses contacts. « Tu seras ma princesse à Cannes », lui avait dit Henri. « Nous descendrons au Martinez, tu auras les plus belles robes. Tout le monde voudra savoir qui tu es. » Parfait. Henri venait de signer sa propre condamnation. Céline avait maintenant tous les éléments de son plan. Margot s'était arrangée pour que plusieurs caméras techniques soient positionnées stratégiquement dans le palais des festivals. Thomas avait préparé son article, prêt à être publié en temps réel. Léa était prête à témoigner publiquement. Mais Céline voulait plus qu'une simple révélation. Elle voulait qu'Henri souffre comme avait souffert Amélie. Elle voulait qu'il ressente la terreur, l'humiliation, la destruction totale de tout ce qu'il avait construit. Pour ça, elle avait préparé une surprise spéciale. Elle avait contacté les familles des victimes d'Henri, celles qui avaient été détruites par ses agissements. Certaines avaient sombré dans la drogue, d'autres s'étaient suicidées. Leurs parents, leurs frères, leurs sœurs voulaient justice. Le soir de la cérémonie, ils seraient tous là, dans la salle, attendant le moment où Henri monterait sur scène pour recevoir sa récompense. Et au lieu d'applaudissements, il entendrait leurs voix, leurs accusations, leurs témoignages de douleur. Céline avait aussi une dernière carte à jouer.
Elle avait découvert qu'Henri avait un fils, Julien, âgé de 30 ans, qui travaillait comme assistant réalisateur. Julien ne savait rien des crimes de son père. Il l'admirait, le vénérait même. Céline avait décidé de révéler la vérité à Julien juste avant la cérémonie. Elle voulait qu'Henri voie la déception et le dégoût dans les yeux de son propre fils quand la vérité éclaterait. C'est cruel, lui avait dit Margot quand Céline lui avait expliqué cette partie du plan. Henri a tué ma sœur, avait répondu Céline, ses yeux verts brillants d'une détermination glacée. Il a détruit des dizaines de vies. Il mérite de perdre tout ce qui lui est cher, comme il nous a fait perdre tout ce qui nous était cher. Le 18 mai 2024, Céline était prête. Elle avait réservé une suite au Martinez, juste à côté de celle d'Henri. Elle avait prévu chaque détail, chaque timing, chaque réaction possible. Mais en préparant sa valise pour Cannes, elle est tombée sur une photo d'Amélie et elle. Elles avaient 25 ans, c'était leur première montée des marches ensemble. Elle riait, insouciante, pleine d'espoir pour l'avenir. Pour la première fois depuis des mois, Céline a douté. Était-ce vraiment ce qu'Amélie aurait voulu? Cette vengeance destructrice, cette soif de faire souffrir Henri comme il les avait fait souffrir? Mais en repensant aux enregistrements des victimes, à leur voix brisée, à leur vie détruite, sa détermination est revenue. Henri Moreau avait eu 15 ans pour se repentir, pour arrêter, pour faire amende honorable. Au lieu de ça, il avait continué, encore et encore. Il était temps que ça s'arrête. Et si la justice officielle ne pouvait pas l'atteindre, alors Céline allait créer sa propre justice. Le lendemain, elle prenait la route pour Cannes. Dans 3 jours, Henri Moreau allait vivre la pire soirée de sa vie. Et le monde entier allait découvrir qui il était vraiment. Mais ce que Céline ne savait pas encore, c'est que sa quête de vengeance allait révéler des vérités sur elle-même qu'elle n'était pas prête à affronter. Et que détruire Henri Moreau allait lui coûter beaucoup plus cher qu'elle ne l'imaginait. 21 mai 2024, 19h30. Le palais des festivals de Cannes brillait de mille feux pour la cérémonie de clôture. Sur le tapis rouge, les flashs crépitaient, les journalistes se bousculaient, et tout le gratin du cinéma mondial paradait dans ses plus beaux atours. Céline était dans sa suite au Martinez, observant l'agitation depuis sa terrasse. Elle portait une robe noire Dior, simple mais élégante, comme un deuil qu'elle s'apprêtait enfin à clore. Dans quelques heures, tout serait terminé. Henri Moreau allait payer pour ses crimes. À 20h15, elle a reçu un message de Margot, tout est en place. Les caméras sont positionnées. Thomas est dans la salle avec son ordinateur portable. Les familles des victimes sont arrivées. À 20h30, Léa l'a appelé, sa voix tremblante d'angoisse. « Céline, j'ai peur. Henri est bizarre ce soir. Il me regarde étrangement, comme s'il se doutait de quelque chose. Tenez bon, Léa. Dans 2 heures, tout sera fini. Vous serez libre. » À 21h, Céline est descendue dans le hall du Martinez. Henri était là, resplendissant dans son smoking sur mesure, entouré d'une cour d'admirateurs. Quand il l'a vue, son visage s'est illuminé. « Ma chère Céline. Tu es magnifique ce soir. Comme Amélie lors de notre première montée des marches ensemble. » Le nom d'Amélie dans sa bouche a fait frémir Céline de dégoût, mais elle a gardé son masque. « Merci, Henri. C'est ton grand soir. Tu dois être ému. Très ému, ma chérie. 50 ans de carrière, et enfin cette reconnaissance. Amélie aurait été si fière. » Céline a serré les dents. Henri jouait parfaitement son rôle de père de substitution bienveillant. Même maintenant, il mentait avec un naturel déconcertant. À 21h30, le cortège s'est dirigé vers le palais des festivals. Henri marchait fièrement, Léa à son bras, saluant la foule comme un roi. Céline suivait quelques mètres derrière, son cœur battant de plus en plus fort. La cérémonie a commencé à 22h. Céline était assise au 3e rang, juste derrière Henri et Léa. Elle pouvait voir la nuque de l'homme qui avait tué sa sœur, et elle devait lutter contre l'envie de lui sauter dessus immédiatement. Les premières récompenses ont été distribuées. Palme d'or, prix d'interprétation, prix du jury. L'atmosphère était festive, détendue. Personne ne se doutait de ce qui allait suivre. À 23h15, le moment tant attendu est arrivé. Le président du festival a pris la parole. « Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur ce soir de remettre la palme d'honneur à un homme qui a consacré sa vie au cinéma français. Un découvreur de talent, un bâtisseur, un visionnaire. Mesdames et messieurs, Henri Moreau. »
La salle s'est levée dans un tonnerre d'applaudissements. Henri s'est dirigé vers la scène, rayonnant, saluant de droite et de gauche. Il a embrassé le président du festival, pris la palme d'or entre ses mains, et s'est approché du micro. « Mes chers amis », a-t-il commencé, sa voix émue portant dans toute la salle. Cette récompense, je la dédie à tous les talents que j'ai eu l'honneur d'accompagner au cours de ma carrière. À toutes ces femmes et ces hommes qui ont fait la beauté du cinéma français. C'était le moment. Céline s'est levée lentement, son micro-cravate activé grâce à Margot qui contrôlait la régie son. Henri, a-t-elle dit, sa voix portant soudain dans toute la salle grâce au haut-parleur. Henri s'est figé, cherchant d'où venait cette voix. Quand il a vu Céline debout dans la salle, son visage a pâli. Henri, a répété Céline, sa voix maintenant claire et forte. Avant que tu continues ton discours, j'aimerais que tu nous parles d'Amélie. Ma sœur. Celle que tu as tuée il y a 15 ans. Un murmure de stupeur a parcouru la salle. Les caméras se sont tournées vers Céline, puis vers Henri, qui semblait pétrifié sur scène. Céline, qu'est-ce que tu fais ? A-t-il murmuré dans le micro, mais sa voix tremblait déjà. Je fais ce qu'Amélie n'a pas pu faire. Je révèle qui tu es vraiment. Céline a sorti son téléphone et a activé l'enregistrement qu'elle avait préparé. La voix d'Amélie a résonné dans toute la salle. Henri, je sais ce que tu fais à ces femmes. Je sais pour Sophie, pour Nathalie, pour toutes les autres. Je ne peux plus me taire. Je vais tout révéler. Puis la voix d'Henri, enregistrée lors de leur dernier rendez-vous, Amélie, ma chérie, tu ne comprends pas. Ces femmes, elles sont consentantes. Elles savent ce qu'elles font. Non, Henri. Elles ont peur. Tu les menaces, tu détruis leur carrière si elles refusent. C'est fini. Amélie, réfléchis bien. Tu as une carrière brillante, une vie magnifique. Il serait dommage que tout ça disparaisse. Le silence dans la salle était assourdissant. Henri, sur scène, semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques secondes. Ce sont des montages, a-t-il balbutié. Céline, tu es malade, tu as besoin d'aide. Mais Céline n'avait pas fini. Elle a fait signe à Léa, qui s'est levée à son tour. Moi, c'est Léa Martineau, a dit la jeune femme, sa voix tremblante mais déterminée. Henri Moreau m'a violée il y a 2 mois. Il m'a dit que si je voulais réussir, je devais accepter ses conditions. Puis, une par une, les familles des victimes se sont levées. La mère de Sophie Lemaire, ma fille a tenté de se suicider après ce que vous lui avez fait. Le frère de Nathalie Morvan, ma sœur a fui en Angleterre pour échapper à vos menaces. Les parents d'Émilie Dubois, vous avez détruit la vie de notre fille. Henri regardait cette marée humaine se dresser contre lui, ses jambes tremblant sous lui. Il a tenté de quitter la scène, mais Thomas Mercier s'était levé dans la salle. Monsieur Moreau, j'ai ici les témoignages de 12 femmes que vous avez agressées. J'ai les preuves de vos chantages, de vos menaces. Voulez-vous commenter ? La salle était en ébullition. Certains spectateurs huaient Henri, d'autres semblaient sous le choc. Les caméras filmaient tout, retransmettant cette débâcle en direct dans le monde entier. Henri a regardé Céline, ses yeux implorant une pitié qu'elle ne ressentait plus. Céline, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas un monstre. Amélie, c'était vraiment un accident. Non, Henri, a répondu Céline, sa voix froide comme la mort. Amélie a découvert tes crimes et tu l'as tuée pour la faire taire. Comme tu as détruit toutes ces femmes. Mais c'est fini maintenant. C'est alors que Julien, le fils d'Henri, s'est levé dans la salle. Céline lui avait révélé la vérité 1 heure plus tôt, et le jeune homme était anéanti. « Papa » a-t-il dit, sa voix brisée. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas fait ça. » Henri a regardé son fils, l'homme qu'il aimait le plus au monde, et a vu dans ses yeux la même déception, le même dégoût que dans ceux de toute la salle. « Julien, Mais il n'a pas pu finir sa phrase. Il s'est effondré sur scène, terrassé par une crise cardiaque. Les secours se sont précipités, mais il était trop tard. Henri Moreau était mort, emportant ses secrets avec lui. Dans le chaos qui a suivi, Céline est restée immobile, regardant le corps de l'homme qui avait tué sa sœur. Elle avait obtenu sa vengeance, mais elle ne ressentait pas la satisfaction qu'elle avait espérée. Seulement un vide immense, et la réalisation que rien ne ramènerait Amélie. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon médiatique. L'affaire Henri Moreau a fait la une de tous les journaux du monde.
Son réseau de complices s'est effondré, plusieurs arrestations ont eu lieu. L'industrie cinématographique française a été ébranlée jusqu'aux fondations. Mais pour Céline, la vraie révélation est venue plus tard, dans le silence de sa villa de Nice. En relisant les dernières lettres d'Amélie, elle a compris que sa sœur n'aurait jamais voulu cette vengeance destructrice. Amélie se battait pour protéger les futures victimes, pas pour détruire Henri. La justice, ce n'est pas la vengeance, avait écrit Amélie dans une de ses dernières notes. C'est la protection de ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Céline a réalisé qu'en cherchant à venger Amélie, elle avait trahi ses véritables valeurs. Sa sœur aurait voulu qu'Henri soit jugé, condamné, emprisonné. Pas qu'il meure de honte et de terreur devant le monde entier. Mais il était trop tard pour les regrets. Henri était mort, son réseau démantelé, ses victimes enfin entendues. Et Céline devait maintenant apprendre à vivre avec les conséquences de ses actes. Elle a créé une fondation au nom d'Amélie, pour aider les victimes d'agressions dans l'industrie du spectacle. Elle a utilisé sa notoriété pour sensibiliser le public, pour changer les mentalités. Elle a transformé sa douleur en force constructive, comme Amélie l'aurait voulu. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Céline sait qu'elle a fait ce qu'elle pensait juste à l'époque. Mais elle a aussi appris que la vraie justice n'est pas la destruction de nos ennemis. C'est notre capacité à construire un monde meilleur, où les crimes d'Henri Moreau ne pourront plus jamais se reproduire. La vengeance peut nous donner l'illusion de la satisfaction, mais seule la justice peut nous apporter la paix. Et parfois, la plus grande victoire n'est pas de voir nos ennemis tomber, mais de nous élever au-dessus de notre soif de destruction. Amélie avait raison. La justice, ce n'est pas la vengeance. C'est l'amour transformé en action pour protéger les autres.